Bonsoir à tous, bienvenue sur LCP pour le deuxième numéro de notre émission Place aux idées. Alors on dit qu'en France on ne manque pas d'idées, c'est sûr, mais on manque souvent de bras, en tout cas on manque d'emploi. C'est le thème principal de conversation, d'angoisse pour un grand nombre de Français. Mathias Lérido. Oui Patrick, il y a 5 ans, Nicolas Sarkozy avait fait sa campagne sur un slogan très simple, travailler plus pour gagner plus. 5 ans après, 3 millions de chômeurs, un chiffre inégalé depuis la fin des années 90 en France. La croissance n'est pas au rendez-vous. Les entreprises annoncent des plans de licenciement chaque semaine. La crise de la dette menace l'économie française. Il y a une question qui est au cœur de tous les foyers aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour la valeur travail en France ? Alors pour décliner justement ce thème de la valeur travail, nous avons choisi l'invité qui s'impose, l'homme qui est à la tête de l'emploi, si je puis dire, à savoir le ministre lui-même. Le ministre lui-même, Michel Sapin, qui est un homme politique chevronné. Il est élu député depuis 81, il a été plusieurs fois ministre. Dans l'actuel gouvernement, il est en charge de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social. Autant dire que c'est un des piliers du gouvernement. Et il sera, à la fin de l'émission, questionné par un jeune chef d'entreprise, comme nous le faisons habituellement. On se retrouve dans quelques instants. Michel Sapin, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez pouvoir enfin arriver dans une émission avec des bonnes nouvelles? Parce qu'habituellement, on vous dit, est-ce que la tendance s'inverse, que ça s'arrange un peu? Ce que vous voyez pour l'instant à l'horizon. Avant d'avoir les bonnes nouvelles, il faut les bonnes décisions ayant les bons effets. Et les bonnes nouvelles seront le résultat d'une politique. Aujourd'hui, la situation est difficile. Elle est très difficile dans le fonctionnement des entreprises, elle est difficile au niveau européen, elle est difficile bien sûr sur ce qu'on appelle habituellement le marché de l'emploi. Elle est particulièrement difficile pour certaines catégories de Français qui cherchent sans trouver des emplois, tout particulièrement les jeunes, puisque malheureusement on a déjà connu, vous venez de le rappeler, 3 millions de chômeurs en France. Pas une raison pour s'en satisfaire, il faut tout faire pour faire diminuer. C'est arrivé déjà plusieurs fois, je répète, c'est pas une raison pour s'y habituer, au contraire, c'est une raison de plus pour le combattre. Mais on n'a jamais connu autant de jeunes au chômage et par ailleurs avec un bagage en termes de formation aussi faible. Il y a 500 000 jeunes sans emploi avec une très faible qualification, une très faible formation. Donc vous voyez qu'il y a à l'intérieur d'une bataille auquel presque on pourrait s'habituer, la bataille contre le chômage, on dit ça depuis 30 ans, la bataille contre le chômage, il y a des particularités dans la situation d'aujourd'hui qui nécessitent de prendre des décisions ayant des effets. Est-ce qu'il y a un seuil que vous êtes imposé en disant si on arrive à 3 200 000 chômeurs, par exemple, on est dans le rouge? Non, mais comme vous le savez, le président de la République nous a donné à la France, c'est pas simplement les ministres, un objectif qui est l'inversion. Et on peut reprendre le geste, l'inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année prochaine. Et comme il l'a d'ailleurs dit au cours de sa dernière conférence de presse, ça veut dire que avant que ça ne s'inverse, ça va monter. Parce que la machine... Pendant combien de temps encore? Jusqu'à ce que ça s'inverse. C'est-à-dire, nous le souhaitons, objectif, mobilisation d'ici la fin de l'année 2013. Mais comme chacun sait, quand la machine à produire du chômage est en route, c'est extrêmement difficile de la ralentir pour qu'ensuite on l'inverse et qu'elle devienne une machine à créer de l'emploi et de l'emploi en nombre suffisant pour par ailleurs faire face à une démographie, parce qu'il y a aussi la question de la démographie. Combien il y a de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, combien de plus anciens quittent ce marché du travail, et c'est tout cela qui au bout du compte fait le nombre de chômeurs. Avant que Mathias Lérido ne vous interroge avec ses questions pointues et des regards d'experts, je voudrais que nous voyions avec Anaïs Goubatian ce qu'est justement la définition du travail. Travail du latin tripalium, instrument de torture pour punir les esclaves. Activité laborieuse de l'homme considérée comme un facteur essentiel de la production et de l'activité économique. Toute occupation, toute activité considérée comme une charge. Au fil des décennies, des siècles, la définition du travail a largement évolué et encore plus particulièrement ces 50 dernières années. Ce que nous appelons la production, le travail. C'est pas du tout un truc d'autrefois.
Ce qui est un truc d'autrefois, c'est quand ça consistait à creuser pour trouver du charbon en Angleterre, en Belgique ou en France. Ce qui caractérise notre monde, c'est il mobilise de tout, du calcul, de la science, de la chimie, de la physique, de la sociologie, de l'histoire, de tout ça. On mobilise de tout, des attitudes, de l'éducation évidemment. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous dit nous sommes dans une société qui repose sur la connaissance? Mais bien sûr que oui, mais d'une manière incroyablement précise. Une société qui repose plus sur la connaissance que sur la production, une évolution qui a également une conséquence sur le temps de travail. Depuis les années 1900, celui-ci n'a cessé de diminuer afin de s'adapter à une société de plus en plus tournée vers les loisirs. Cette baisse tendancielle de la durée du travail un peu partout, qui est la conséquence du progrès, et en particulier du progrès technique, à mon avis, ça n'invalide pas la valeur travail. Certes, il y a un peu plus de loisirs, mais il y a un peu plus de loisirs aussi pour les gens qui peuvent en prendre. Regardez les chiffres qui sont quand même assez inquiétants et synonymes de très grandes inégalités. Regardez le nombre de gens qui ne prennent pas de vacances, même si, en théorie, ils pourraient les prendre. Ils ont les jours pour les prendre, mais ils n'ont pas les moyens qui vont avec. Augmentation des temps de vacances, mais impossibilité d'en profiter. Volonté de travailler plus, mais croissance en berne. Voilà où se trouve le travail en France, au cœur de tous les paradoxes. Alors Mathias Léridon, justement, on va voir si les Français sont fâchés avec le travail. Oui, Michel Sapin, aujourd'hui, on disait qu'il y avait un paradoxe sur le travail. Les Français n'ont jamais aussi peu travaillé dans l'histoire du travail en France. On l'a vu, le temps de travail baisse chaque semaine. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à chercher du travail aujourd'hui, en tout cas depuis la fin des années 90. On a un droit du travail qui est très protecteur en France. Les étrangers nous disent qu'il y a un droit du travail qui est très protecteur. Et en même temps, les Français sont pessimistes, ils sont inquiets. Il y en a 3 sur 4 qui disent qu'ils sont stressés par leur travail. Est-ce que la société française aujourd'hui n'est pas un peu en train de perdre confiance en elle-même? Sûrement. D'ailleurs, le mot qu'utilisent le plus les gens qui cherchent du travail sans en trouver, c'est le mot confiance, ou plus exactement, pas confiance. On ne me fait pas confiance. L'employeur potentiel ne me fait pas confiance. Et à un moment donné, ça se retourne. J'ai perdu confiance en moi-même, dans ma capacité à trouver un travail et ensuite, éventuellement, à être bon dans ce travail. Donc oui, il y a une vraie perte de confiance. Qui est due à quoi? Qui est due à, me semble-t-il, 2 phénomènes au sens chiffré du terme. Et puis ensuite, une grande question que vous avez abordée sur qu'est-ce que c'est que la sécurité au travail. Vous dites il n'y a pas de système mieux protégé que le système français. On va en discuter, je pense. Le phénomène chiffré, c'est très simplement, il y a 3 millions de chômeurs. D'ailleurs, si je voulais être rigoureux, c'est 3 millions de chômeurs au sens le plus strict du terme. Ceux qui sont à 100% de recherche d'emploi, mais il y a à peu près 5 millions, voilà, si on prend toutes les catégories, de gens qui ne sont pas dans l'emploi qu'ils recherchent. Il faudrait travailler plus que ceux qu'ils font. Donc il y a 5 millions de personnes qui sont en recherche, d'une manière ou d'une autre, d'un emploi ou de plus de temps de travail dans leur emploi. Et puis de l'autre côté, il y a 25 millions de Français au travail. Il ne faut pas que les 3 millions de chômeurs, pour reprendre ce chiffre-là, occultent le fait qu'il y a par ailleurs 25 millions de gens au travail. J'ai parfois tendance à dire, moi je suis certes le ministre des 3 millions de chômeurs, mais je suis aussi le ministre des 25 millions de Français qui sont au travail. Et ce qui est dans le paradoxe, c'est que dans ceux qui sont au travail, on nous verra peut-être dans un certain nombre d'études que vous avez faites, il y a ceux qui sont heureux d'être au travail, mais il y a aussi une partie de ceux-là qui ne sont pas bien dans leur travail. Il y a une sorte de mauvais travail. Il y a ceux qui n'ont pas de travail et ceux qui ont un mauvais travail, qu'ils ressentent eux-mêmes comme un mauvais travail. Ça finit par faire beaucoup de monde. C'est souvent un travail subi plutôt qu'un travail. Un travail subi, un travail qui ne donne aucune certitude sur la durée, qui a peu d'avancement, ou un travail en lui-même dur, enfin stressant, ou qui crée des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est tout ça la question du travail. C'est pas simplement ceux qui cherchent du travail, c'est tout cela. Non, mais le gouvernement a beaucoup parlé d'un choc de la création, d'un choc de compétitivité. Et ça, je crois que tout le monde a bien compris qu'il fallait que la France soit compétitive, parce que la compétitivité,
c'était la condition sine qua non de la création d'emplois et de la sortie du chômage. Mais ce choc de compétitivité, est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit doublé, accompagné d'un choc de confiance? Parce que si on ajoute les 3 à 5 millions de personnes qui cherchent un travail et qui n'ont plus beaucoup confiance en elles, ou qui ont l'impression qu'on n'a plus confiance en elles, plus ceux qui ne sont pas très heureux au travail, ça finit par faire beaucoup de Français qui n'ont pas confiance dans l'avenir. Ça fait beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en tout cas dans une société au travail, ou dans une société du travail. Alors que on peut toujours regarder quel est le sens du travail, son évolution, sa valeur dans le temps, etc. C'est vrai qu'on parle toujours du latin en disant le travail, c'était au fond une forme de souffrance. On peut souffrir au travail, mais ça peut être aussi, bien sûr, qui se rattachait à l'esclavage. Enfin, si j'étais dans une culture plus récente et même dans une culture marxiste, le travail, c'est l'émancipation, même si ça peut être en même temps l'exploitation. Donc, il y a beaucoup de choses très contradictoires dans la notion de travail. Mais revenons toujours à cette question de confiance. En économie, on dit qu'il faut recréer la confiance. Mais la confiance, ce n'est pas le produit d'une décision. C'est le produit de plusieurs décisions qui redonnent, au fond, de la visibilité. Qu'est-ce qui manque aussi bien à l'entreprise qui voudrait prendre des décisions de moyen à long terme, investir, qu'à celui qui recherche du boulot? C'est la durée. C'est qu'est-ce qui se passe dans 1 an? Bon, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc la confiance, elle revient s'il y a de nouveau de la visibilité. Et ça veut dire qu'il faut agir. On est vraiment dans de l'action, dans de la politique, à des niveaux très différents. Quand aujourd'hui, le président de la République, pas seul, d'autres en Europe se battent pour redonner une perspective à l'Europe, pour restabiliser l'Europe, ça a été quand même un espace de création d'emplois. Si on regarde depuis la création de l'espace européen au sens économique, ça a été un énorme espace de création d'emplois. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Europe du chômage. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crise financière, les crises des États surendettés, un manque de confiance en soi. Donc il faut réorienter l'Europe. Pourquoi les Américains, par exemple, font mieux que les Européens en ce moment ? Oui, encore qu'il y a des moments... un taux de chômage inférieur à 8%. Mais les États-Unis, c'est l'Europe avec un seul État. Enfin, il y a des différents États à l'intérieur des États-Unis. Mais l'ensemble européen était justement construit pour être à peu près de même taille, même d'une taille un peu supérieure du point de vue du poids économique, et en poids économique aussi, en nombre d'habitants, que les États-Unis. Mais les États-Unis restent quelque chose qui offre une vision unifiée à un Américain, qui d'ailleurs peut se déplacer assez facilement. Ça n'est pas le cas, parce qu'il y a la crise européenne. Donc il faut restabiliser l'Europe. Donc ça, c'est l'Europe. Mais il y a la France. Et la France, c'est certes la compétitivité, bon, peut-être qu'on reparlera des décisions qui ont été prises, qui sont justement pour faire en sorte que les entreprises, et en particulier celles qui sont dans la compétition internationale, et la compétition internationale, elle commence aux frontières de la France, notre principal compétiteur, c'est pas la Chine, c'est l'Allemagne. Il faut sortir de l'idée sur laquelle le péril est chinois. Je ne dis pas qu'il y a un péril allemand, c'est pas ça, mais il y a une concurrence allemande qui est considérable. Donc commençons par là, c'est pas moi, c'est de l'autre côté du Rhin. Mais quand on écoute les entreprises étrangères, d'ailleurs y compris les entreprises allemandes, elles disent oui, mais en France, il y a un problème, c'est que d'abord le droit du travail est très complexe, et en même temps c'est la loi qui régule le travail, alors qu'on est face à des réalités économiques qui sont extrêmement diverses en fonction des secteurs, en fonction de la maturité des activités. Et justement en Allemagne, l'organisation du travail, c'est ce qu'on dit de l'extérieur, elle a été décentralisée dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui se fait au niveau de l'entreprise et qui ne se fait pas complètement au niveau national. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réflexion, en tout cas, à avoir sur ce sujet? Bien entendu, est-ce qu'il y a peut-être trop de lois en France et pas assez de confiance au dialogue dans l'entreprise? Je ne suis pas de ceux qui veulent opposer la loi à l'accord dans l'entreprise. C'est une ancienne assez ritournelle. Laisser faire dans les entreprises. Entre parenthèses, on vient de fêter les 30 ans des lois Auroux. Quelle a été la caractéristique des lois Auroux? Ça a été dans les faits de créer la possibilité de négocier dans l'entreprise. Et à l'époque, ça a été considéré par une partie du patronat comme une agression épouvantable. C'était l'entrée des soviets dans l'entreprise. Aujourd'hui, le patronat, à juste titre, dans le principe, dit qu'il faut maintenant s'appuyer sur la capacité de négociation dans les entreprises. J'en suis d'accord. Je pense même qu'on va reparler de la grande négociation sur la sécurisation de l'emploi, que cette grande négociation qui est décisive, qui est absolument fondamentale, permettra, dans un cadre national,
de faciliter les négociations dans les entreprises. Ce n'est pas la jungle, entreprise par entreprise. C'est dans un accord, mais qui est un accord entre partenaires sociaux. Alors, et ce qui deviendra la loi, c'est l'accord, si l'accord intervient, entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Oui, mais alors justement, on parle de la grande négociation sur la sécurisation du travail, et vous dites souvent, la sécurisation du travail, ça n'est pas la sécurité du travail. Il y a une question sémantique entre les deux, mais on pourrait... Il y a beaucoup, vous savez, on met beaucoup de poids dans les mots, c'est pour ça que j'aime pas le terme de flexibilité. Mais est-ce qu'on pourrait pas se poser la question en disant finalement, est-ce que dans la manière dont la France envisage le travail, on n'est pas toujours tourné vers une espèce de paradis passé qui serait la sécurisation des conditions du travail dans le passé? Et est-ce qu'on est suffisamment ouvert dans l'investissement sur les emplois d'avenir, pour l'avenir? Je reviens presque de création d'emplois d'avenir, mais au sens d'aujourd'hui, d'emplois pour les jeunes, pour leur redonner un avenir. Mais reprenons ce que vous dites. Est-ce qu'en France, le marché du travail, on va dire, est-ce que le travail est extrêmement protégé en France? Vous disiez, il y a un droit du travail extrêmement protecteur. Ça, c'est la face visible. La face cachée, c'est qu'il n'y a jamais eu autant en France de gens dans une grande insécurité du travail. Je prends juste un chiffre. Vous pensez que le contrat à durée indéterminée, c'est la base du pacte entre un salarié et une entreprise. Eh bien, il n'y a pas un jeune sur 5 qui rentre sur le marché du travail avec un contrat à durée indéterminée. Je vais le dire autrement. 4 jeunes sur 5, et pendant en moyenne plus de 10 ans, sont dans la précarité. Donc la réalité des choses, c'est une très grande précarité qui est simplement dissimulée par un totem qui serait le totem, en l'occurrence, du contrat à durée indéterminée. Alors on va vous montrer un autre chiffre. C'est un chiffre produit par notre institut de sondage, donc Opinionway. On a demandé aux gens qui, évidemment, sont en train de travailler, s'ils étaient heureux de travailler et s'ils sont heureux dans l'entreprise. Et vous allez le voir, êtes-vous heureux dans le travail? Eh bien, très massivement, disons à peu près à 3/4, 1/4. Alors en revanche, on commence à décliner d'une manière générale. Bon, vous l'avez vu, 74%, 26%. Équilibre avec la vie personnelle, même chose, 72%, 28%. L'image donnée de vous-même, pour revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure au début de l'émission, 70% oui, 30% non. En revanche, qualité du management, eh ben là c'est moitié-moitié, 51% oui seulement, 48% non. Quant à la rémunération, 56% des Français qui travaillent estiment qu'ils ne sont pas assez rémunérés. Alors, on peut à la fois dire c'est très bien, 3/4 des Français qui travaillent qui sont heureux au travail. Oui, je dirais qu'il y a quand même beaucoup, 26% qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas contents dans leur travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des tri croisés, vous savez, donc il y avait à la fois les salariés du public, les salariés du privé et les Français qui sont à leur propre compte. Alors les Français qui sont à leur propre compte, ce sont les champions du bonheur au travail, puisqu'ils sont plus de 90% avancés, ils n'ont pas de chef. Déjà, ils sont voilà. Donc eux, c'est vraiment ceux qui sont les plus... qui se payent, donc voilà, ils ne peuvent pas être mécontents de leur rémunération. Vous éliminez les deux principaux. Ils ne sont pas tout à fait contents de leur rémunération, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on a l'impression qu'en France, finalement, il y a un peu une exception française, c'est l'individualisme du Français. C'est-à-dire quand il n'a pas de chef et quand il travaille tout seul, il est très content. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à changer dans ce côté très individualiste des Français? Les anglo-saxons disent les Français sont pleins d'idées, ils ont du mal à travailler en équipe. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas, il faut se méfier de qualificatifs qui seraient trop globaux, trop brutaux. On sait très bien que dans la société d'aujourd'hui, il y a forcément une société organisée, y compris une société organisée au travail. Je n'imagine pas que la France puisse produire de manière offensive, de manière innovante, uniquement avec des individus face à eux-mêmes, même si un individu face à lui-même peut trouver des choses très intelligentes. Et à un moment donné, il faut passer au mode de production, et cette production, elle ne peut se faire que si on est suffisamment nombreux et suffisamment organisés. On ne va pas revenir sur tout cela. Bon. Mais il y a toujours une sorte de Graal, de paradis. Et dans ce paradis, on aurait sa maison pour soi-même et on serait son propre chef dans la vie d'aujourd'hui. C'est sûr. Comme disait l'autre, il vaut mieux être riche et en bonne santé. Bon, voilà. Regardons les choses en face. Aujourd'hui, prenons les chiffres qui sont là. Beaucoup sont mécontents de l'image d'eux-mêmes. C'est quoi l'image d'eux-mêmes dans l'entreprise? C'est l'image aussi qu'on leur renvoie d'eux-mêmes. Donc cette relation au travail est aujourd'hui une relation qui est en partie
pas en totalité heureusement, dégradée. Comment fait-on pour l'améliorer? C'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Il y a une négociation d'ailleurs qui a été entamée entre les partenaires sociaux. Encore eux, tant mieux, c'est la bonne méthode, la négociation. Vous parliez de la loi. La loi, dans le système français, c'est au bout du compte ce qui s'impose. Seule la loi s'impose. Mais la question, c'est comment est préparée cette loi? Comment est-elle préparée? Est-ce que la bonne loi est celle qui sort uniquement du cerveau des députés ou des membres du gouvernement? La réponse est non. La bonne loi, surtout dans ce domaine-là, est celle qui sort, si c'est possible, d'une négociation et d'un accord entre partenaires sociaux. Qui connaît le mieux l'entreprise, y compris de l'intérieur, si ce n'est ceux qui donnent du travail et ceux qui offrent leur force de travail. Voilà, donc c'est ça le principe. C'est nouveau, vous savez, on parle beaucoup du dialogue social depuis longtemps, mais qu'un gouvernement dise à ce point combien il considère que c'est par le dialogue social et au niveau national, comme au niveau des branches, comme au niveau d'entreprise, qu'on trouve les bonnes solutions, et que ce gouvernement le dit aux partenaires sociaux, allez-y, travaillez sur les sujets les plus difficiles, ceux qui n'ont jamais été réglés depuis 30 ans. Toutes les questions sur le contrat, quel contrat, comment on anticipe les évolutions, comment on fait face à un choc dans une entreprise, choc de conjoncture, ou bien la question du licenciement. Est-ce qu'aujourd'hui, la procédure de licenciement protège le salarié et permet à l'entreprise de s'adapter? Enfin, c'est des questions extrêmement difficiles. Et ces questions difficiles, on leur dit modestement, nous, regardez entre vous. Trouver un accord, et cet accord, ça deviendra la loi de la République. Voilà la méthode qui est la nôtre, pour essayer de faire en sorte, dans ce domaine, comme je parlais de la qualité de la vie, comme dans celui de la qualité de la vie au travail, la solution vienne de ceux qui connaissent le mieux le sujet. Alors Michel Sapin, ça je crois que tout le monde le salue, mais il y a une partie des Français, vous en parliez tout à l'heure, qui elle a l'impression d'être exclue de ce dialogue, ce sont les jeunes Français. 25% de chômeurs chez les moins de 25 ans en France, 500 000 jeunes, vous le rappeliez, qui n'ont pas de qualification. Alors, il y a la création des emplois d'avenir, au sens propre du terme, qui sont des emplois qui permettent de faire un tremplin pour rentrer sur le marché du travail, des contrats qui sont sur jusqu'à 3 ans, donc c'est pas simplement ponctuel, 3 ans et au-delà. Mais moi j'ai une question, ces jeunes qui n'ont pas de qualification, on sait que les entreprises privées ont du mal à les recruter, parce qu'il faut les former, il faut leur donner une qualification dans l'entreprise, donc ils ne sont pas directement opérationnels pour l'entreprise privée. Pourquoi faire en sorte que ces emplois d'avenir soient majoritairement, en façon de totalité, pourquoi ils sont fléchés sur le secteur non marchand? Est-ce qu'un jeune qui aujourd'hui bénéficierait d'un emploi d'avenir dans une entreprise privée n'aurait pas plus de chances de trouver un emploi dans une entreprise privée après son emploi d'avenir? J'ai vu comme des contradictions dans ce que vous venez de dire. Vous disiez vous-même, l'entreprise, et je la comprends, elle cherche des jeunes qui soient formés et qui soient donc pas complètement formés à 100%, mais qui soient suffisamment formés, suffisamment intégrés pour être productifs. Oui, mais elle est prête à le faire si on l'accompagne. Elle est prête à le faire. Ces jeunes, jusqu'à présent, justement, se sont trouvés exclus. Et je ne montre pas du doigt les entreprises, je ne dis pas les entreprises ont tort. Elles cherchent quelqu'un, un jeune, qui ne sera pas immédiatement productif à 100%, mais qui pourra être très rapidement productif dans cette entreprise. Les jeunes dont nous parlons sont ceux qui sont très éloignés de l'emploi et avec une formation initiale extrêmement faible. Donc, dans un premier temps, on commence par une sorte de remise à niveau. Remise à niveau dans l'emploi, remise à niveau dans la formation et même acquisition d'un niveau dans la formation. Puis ensuite, bien sûr, ils pourront déboucher dans l'entreprise. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que vous ne pouvez pas juger ou jauger ou critiquer, au bon sens du terme, la politique du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes si vous regardez que les emplois d'avenir qui veulent s'attaquer à une catégorie de jeunes Français dans la difficulté. Il y a par ailleurs le contrat de génération. Et le contrat de génération, c'est tous les jeunes, pour tous les jeunes, quelle que soit leur qualification, dans toutes les entreprises, quel que soit par ailleurs leur secteur, le cadre juridique dans lequel elles exercent. Et ce contrat de génération, justement, ça a été le premier produit d'une négociation entre partenaires sociaux. J'ai demandé aux partenaires sociaux négocier sur le contrat de génération. Le contrat de génération, chacun voit bien ce que c'est un jeune rentre dans l'entreprise en contrat à durée indéterminée et un plus âgé n'est pas poussé en dehors de l'entreprise. Parce que si j'avais voulu donner des chiffres aussi sur la situation de l'emploi en France, vous connaissez les deux défauts majeurs de la situation de l'emploi en France. Tout en haut et tout en bas. Et tout en haut et tout en bas. En haut, il y a un nombre trop faible de seniors, comme on dit, plus de 55 ans, qui sont dans l'emploi, alors que par ailleurs, l'âge de la retraite recule, pour des raisons que chacun connaît, et en bas,
il y a un nombre trop fort de jeunes en dehors de l'emploi, ou trop faible dans l'emploi. Donc c'est les deux bouts. Et souvent, les politiques qui ont été menées, par les uns comme par les autres, à droite comme à gauche, ça a été un coup on aide les âgés à rester dans l'entreprise, un coup on aide les jeunes à rentrer dans l'entreprise. Et puis il y avait des vases communicants entre les deux catégories. Donc l'intelligence de cette mesure, c'est on prend les deux et on les réunit. Et avec une aide qui est une aide tout à fait considérable de la part de l'État pour le secteur privé. Quand je vois, on rencontrait récemment avec le Premier ministre l'UPA, ceux qui représentent les artisans, ou la CGPME, ceux qui représentent, le MEDEF les représente aussi, mais les petites et moyennes entreprises, ils ont un attrait particulier. Je veux dire, ça brille dans leurs yeux quand on parle du contrat de génération, parce qu'ils sentent qu'il y a là un outil qui peut être un outil très important. Avant de continuer, Michel Sapin, je voudrais qu'on regarde le deuxième volet du sondage qu'avec Mathias et Laurent Bicorne nous avons commandé. Justement, on demande aux gens, alors là on se met dans une hypothèse qui peut se présenter dans une entreprise. Si votre propre entreprise faisait face à de grandes difficultés, est-ce que vous seriez prêt pendant une année, et évidemment pour conserver votre emploi, à travailler 39 heures par semaine sans augmenter votre salaire? Et le résultat est, ma foi, assez étonnant, puisqu'il y a quand même 53%, alors évidemment on parle pour l'instant dans l'absolu, les gens ne sont pas au pied du mur, qui disent oui, et 47% qui sont prêts donc à travailler un petit peu plus sans augmenter leur salaire, si vraiment il y a gros risque pour l'entreprise. Alors, il y a trois conditions. Vous avez regardé à l'intérieur les catégories. Voilà, il y a des différences. Il y en a qui ne risquent pas de se retrouver dans cette situation-là, qui sont très favorables. Bien sûr. C'est normal. Quand ça ne vous concerne pas, on y est tout de suite très favorable. Exactement. Mais d'ailleurs, les salariés du public ne sont pas les plus favorables. C'est assez étonnant, parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi, ils ne sont pas les plus favorables. Mais ça permet d'aborder un sujet, Michel Sapin, parce qu'il faut se poser toutes les questions lorsqu'on cherche les voies sur l'emploi. Il y a un certain nombre de voies, aujourd'hui, de voies VOX, qui s'élèvent en disant... La réduction du temps de travail, c'est une des voies qu'il faut explorer. Il faut aller plus loin que les 35 heures. Réduction ou l'augmentation? Parce que là, on parle de l'augmentation du temps de travail. La réduction du temps de travail. Nick Méda a fait un rapport pour le ministère du Travail en disant, voilà, c'est une des voies. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller encore plus loin que les 35 heures? Non, ma réponse est non. Sur ce débat sur la durée du travail, je pense que 35 heures, il ne faut plus bouger. Il ne faut plus bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut le prendre comme un élément qui est un élément de repère, qui permet ensuite aux entreprises, c'est là où c'est très important, de pouvoir, s'il le faut, négocier, elles le font déjà, pour augmenter le temps de travail, si c'est nécessaire, pour faire face à un surcroît de travail. Ça peut être sans être payé plus, mais ça veut dire qu'à d'autres moments du cycle de production, on peut travailler moins sans être pour autant payé moins. Toute la question est de savoir comment ça se passe tout au long du cycle de production, dans une année ou sur plusieurs années. Et la question qui est malheureusement posée lorsqu'il y a un choc conjoncturel, une entreprise qui se porte mal, c'est est-ce qu'on peut diminuer la durée du temps de travail en diminuant de la même manière la rémunération. Donc la bonne question aurait été plutôt, êtes-vous prêt pour sauver votre entreprise, de diminuer votre temps de travail en voyant diminuer votre salaire? Alors dit comme ça, les gens sont contre. Mais si, vous parliez de l'Allemagne, si comme en Allemagne, à côté de cette négociation dans l'entreprise sur la durée du temps de travail qui peut réduire, le salaire qui peut se réduire, on a du chômage partiel. Quand on est politiquement correct, on appelle ça de l'activité partielle. Ouais, disons les choses, du chômage partiel, qui a donc une indemnisation qui permet de compenser un peu. Et si pendant cette période, vous pouvez aussi vous former, système allemand. Et si, dans l'accord qui a diminué le temps de travail, qui a diminué la rémunération, vous avez prévu une prime de retour à meilleure fortune, système Volkswagen, je prends Volkswagen allemand. C'est aujourd'hui l'entreprise automobile, grosso modo quasiment la seule entreprise automobile en Europe qui se porte extrêmement bien. Elle s'est portée très mal en 2008-2009. Il y a eu un accord. L'accord, c'était diminution du temps de travail, diminution du salaire. Mais s'il y a bonne fortune, ce qui est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, et je voyais un syndicaliste qui avait négocié cela dans l'entreprise, ils ont signé, qui disait, maintenant j'ai regardé sur 5 ans, je suis gagnant. J'ai au bout du compte gagné plus que si j'étais resté au même temps de travail et au même salaire qu'en 2008. Et j'ai participé à sauver mon entreprise. Voilà ce qu'il faut essayer de faire. Donc par entreprise, mais à l'intérieur d'un cadre qui sera un cadre qui est lui-même fixé au niveau national. C'est un des sujets là de la négociation qui est en cours sur la sécurisation de l'emploi. Alors là, Michel Sapin, on parle de comment on fait pour traverser ces chocs conjoncturels des entreprises, mais il y a aussi une partie de l'emploi qui est un emploi qui se fixe dans les pays qui sont accueillants
pour l'emploi. Il y a une partie qui est non délocalisable de l'emploi, il y a une partie qui peut se délocaliser, puis il y a une partie d'emploi qui est un peu flottante et qui se stabilise dans certains pays qui sont accueillants pour l'emploi. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites actuellement au sein du gouvernement crée un univers accueillant pour cet emploi qui vient de l'étranger? Est-ce qu'on peut imaginer bénéficier d'une stabilisation de cet emploi qui se fixerait en France plutôt que de se fixer en Italie, en Angleterre ou en Allemagne? Autrement, c'est principalement la question dite de la compétitivité. Donc quand on prend des mesures pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises qui sont dans la concurrence internationale, que ce soit la concurrence au sens vente de produits ou que ce soit la concurrence au sens coût du travail, on améliore la possibilité de maintenir de l'emploi ou voire revenir de l'emploi. Si on améliore aussi les aspects dits compétitivité hors coût, c'est quelque chose de très important aussi pour une entreprise. Une entreprise, elle va regarder le coût de son travail, mais elle va regarder aussi la qualité de la formation, la qualité de l'innovation, des ingénieurs. Enfin bon, elle va regarder tout cela et c'est à partir de là qu'elle prend sa décision. Donc toutes les décisions prises aujourd'hui dans le domaine de la compétitivité des entreprises ont comme objectif, un de ces objectifs, c'est celui-là, permettre d'éviter des départs et de permettre aussi des relocalisations. J'étais à Lille hier, j'ai vu une entreprise, Decathlon, qui vient, il y a un an, de relocaliser la production de vélos. Les vélos étaient fabriqués ailleurs, soit en Chine, soit dans l'Est européen. Ils sont maintenant fabriqués en France. Ils ne l'ont pas fait par pure charité chrétienne. Ils l'ont fait parce que c'était aussi leur intérêt. Leur avantage. Alors, dernière question. Il y a aujourd'hui aussi parfois la perception d'un décalage entre l'offre d'emploi et la demande. C'est-à-dire qu'on se dit finalement, dans certains secteurs, il y a un chômage très fort, on n'arrive pas à trouver des emplois pour ceux qui cherchent un travail, et puis en même temps, sur certains secteurs, il y a une masse d'emplois qui est sur le marché, et on n'arrive pas à trouver les personnes qualifiées, ou peut-être que ce qu'on appelle la fluidité du marché du travail ne fonctionne pas très bien en France. Les Français ne sont pas prêts à déménager pour aller chercher un emploi, ils ne sont peut-être pas formés dans les bonnes filières. Est-ce qu'il y a là aussi un gisement pour trouver de l'emploi? Il y a deux choses là-dessus. D'abord, la question de la formation. Puisque est-ce que les Français sont formés initialement ou formés au cours de leur vie professionnelle pour les emplois qui peuvent être offerts en France? On donne toujours l'exemple, par exemple, de l'Aquitaine, qui est une région qui est très dynamique du point de vue économique, où il y a énormément d'emplois dans le domaine de l'aéronautique. Voilà un domaine qui se porte bien, même en pleine crise, c'est l'aéronautique, et en particulier l'aéronautique français. Sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver les gens qualifiés, que parfois même ils font venir de l'extérieur un certain nombre de salariés qualifiés pour occuper ces emplois. Donc là, il y a une inadéquation, c'est la question de la formation. Aujourd'hui, oui, ça ne marche pas à l'optimum. C'est un euphémisme. Il y a des améliorations considérables à apporter. Puis la deuxième chose, c'est la question de la mobilité. Mais quel est le premier frein à la mobilité? Là aussi, les partenaires sociaux sont en train d'en parler. Quand vous quittez une entreprise où vous aviez une bonne mutuelle pour aller dans une autre, perdez vos droits. Quand vous quittez une entreprise, vous avez acquis des droits à la formation dans cette entreprise et que vous allez dans une autre, vous perdez vos droits. C'est un sacré frein à la mobilité. Et donc la question, ce qu'on appelle dans le jargon la portabilité, si c'était l'individu qui était porteur de ses droits mutuels, si c'était l'individu qui était porteur de ses droits à formation et pas l'entreprise, est-ce que ça faciliterait pas la mobilité? La réponse est oui. De même que les questions de logement, ça faciliterait considérablement la mobilité. C'est dans la négociation. La formation, justement, ça sera le deuxième thème de notre émission. Quel pacte pour l'emploi? Je vous remercie, Mathias Léridon, qui laisse la place à Laurent Bigorgne. Et pour aborder justement ce problème du pacte, quel pacte pour le travail? Et tout d'abord, des éléments de réponse dans ce petit reportage d'Agnès Goubassian. Les Français sont parmi les salariés européens les plus stressés au travail. En contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, 70% des salariés en France estiment que le stress au travail a des conséquences sur leur santé. C'est le paradoxe de l'être humain. L'être humain a ceci de particulier que trop de mouvements le perturbent et pas assez tout autant. Pour lutter contre le stress, la mobilité choisie est mise en avant. Elle permet de changer d'emploi plus facilement et pourrait représenter un nouveau pacte pour le travail. On est en train de vivre une formidable mutation qui fait qu'en effet, de facto, les personnes changent d'emploi ou sont obligées d'en changer. Donc il y a une rotation plus grande dans l'emploi.
et l'analyse comparée entre 2 CV où l'un ne bouge jamais et l'autre tourne, si je puis dire, jusqu'à présent était en faveur de celui qui ne bouge jamais. Mais les choses changent parce que cette adaptation de l'intéressé montre aussi une curiosité et puis aussi le fait qu'il est pleinement dans la vie économique, dont on peut imaginer aussi que ce n'est pas toujours sa faute s'il change d'emploi. Depuis de nombreuses années, le principal point noir de l'accès à l'emploi reste la formation des salariés. En France, on parle toujours en termes de diplôme. Or, le bac, ça veut rien dire. Si vous voulez, on est le seul pays au monde qui parle en termes de bac plus 3, bac plus 18, bac plus 25. Il faut parler en termes de qualification et en termes de métier. Et ce dont les entreprises ont besoin pour être compétitives, c'est des hommes et des femmes qualifiés. En France, quand on ne sait plus quoi faire d'un gosse, on le met en apprentissage. Or, il y a des tas de jeunes qui ne sont pas faits pour cette formation classique et qui veulent des choses plus concrètes et qui ont besoin non seulement de choses plus concrètes dans la formation, mais aussi d'un lieu où on leur apprend un certain savoir-faire et un certain savoir-vivre. Pour Henri Lachmann, la clé réside dans l'orientation des jeunes dès le collège. Privilégier à ce moment-là les formations professionnalisantes pourrait favoriser par la suite l'accès à un emploi adapté. Alors justement, Laurent Bigorgne, quel sens donner à tout ça? Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez vu dans le petit film, il y a énormément de sujets, vous le savez bien, ils sont à la fois dans la grande conférence que vous avez tenue en juillet avec les partenaires sociaux et puis dans la négociation qui se déroule en ce moment. Au fond, être ministre, c'est aussi rêver, j'espère, ça doit vous arriver. C'est quoi votre priorité? Qu'est-ce que vous attendez en premier de cette négociation? Là? La priorité. Vous diriez, j'ai réussi au fond cette première étape importante si j'ai posé quelques briques. Je ne le dirais pas comme ça. Parce que jusqu'à présent, on a abordé cette question dite du marché du travail, j'appelle sécurisation de l'emploi, justement par petits morceaux, par briques ou briquettes, toutes petites briquettes. Et ça ne marche pas. Parce qu'il faut arriver à toucher à l'ensemble. Et si on veut que ce soit une vraie négociation, avec un vrai compromis, je ne suis pas, pour reprendre une expression, un bisounours, je sais que dans une entreprise, il y a aussi des conflits, des intérêts divergents. Dans une société, il y a des intérêts divergents. Mais c'est parce que justement, il y a des intérêts divergents que seul le compromis peut permettre de passer par-dessus ces intérêts divergents pour voir ce qui fait le pacte social dans une entreprise ou le pacte social dans une société au travail, puisque nous parlons de cette société au travail. Il faut donc du donnant-donnant. Il faut donc parler du contrat à durée indéterminée, ou des contrats à durée déterminée, de l'intérim, mais parler aussi à l'autre bout des modalités d'adaptation quand il y a un problème dans une entreprise. Et donc il faut prendre tous les éléments. Donc si j'avais, non pas à rêver, je ne suis pas dans le rêve, je dirais presque que je suis dans l'exigence dans le résultat de cette négociation, c'est que ce soit profond. On va au fond des choses et on apporte des solutions qui ne soient pas des solutions superficielles. Parce que vous savez, il y aurait une solution, c'est dur, hein, elle va être très dure cette négociation. Les divergences d'intérêts. Combien de temps, on a mis en plus une limite, puisque c'est aussi dans le pouvoir du gouvernement, une limite qui est à la fin de cette année. Vous voyez la date à laquelle nous sommes, il reste quelques semaines. Mais je pense que c'est ça aussi qui va pousser chacun à prendre ses responsabilités. Donc si j'avais quelque chose à dire, c'est cela. Prenez votre responsabilité à pleine main, et passer ce compromis. C'est le moment. Voilà, c'est le moment de la compétitivité, au sens où nous l'avons décidé, et un rapport au travail, un contrat dans le travail, globalement, hein, tout au long d'une vie, ou au contrat au moment où on rentre, qui soit un contrat adapté à la situation d'aujourd'hui, où les salariés ont de fait beaucoup moins de sécurité qu'on ne le dit. On peut renforcer leur sécurité personnelle. Ce que je disais sur la portabilité des droits, c'est une sécurité personnelle qui est renforcée. Et en même temps, les entreprises doivent pouvoir s'adapter lorsqu'il y a un choc. Or, aujourd'hui, le seul élément d'adaptation, la seule variable d'adaptation, c'est le nombre des salariés dans l'entreprise. Il y a d'autres variables d'adaptation qui sont très largement utilisées dans d'autres pays d'Europe, ceux qui ont le mieux traversé la crise, ou qui font face le mieux aujourd'hui à la crise. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ? Je ne dis pas qu'il y a des modèles, je ne dis pas qu'il faut copier, on n'est pas là à faire de la photocopieuse de ce qui se passe à côté, on a des spécificités françaises. Enfin, on peut quand même s'inspirer d'un certain nombre de choses qui marchent ailleurs. Alors justement, nous, on voulait regarder avec vous et s'inspirer avec vous de ce qui se fait en matière de formation tout au long de la vie,
Et on a pris la tranche des 25-54 ans dans différents pays européens, dans un petit graphique qui va nous être présenté. Donc voilà, ça vous est connu. Quand on regarde au fond dans des pays, et je ne prends pas des modèles, on a pris des pays qui fonctionnent bien et d'autres qui ont plus de difficultés en Europe, et puis la moyenne de la zone euro, on voit que le taux d'accès des 25-54 ans, ceux sur lesquels pèsent le plus l'effort productif, au fond à la formation tout au long de la vie, il est très fort. Il est très fort au Danemark, par exemple, il est fort au Royaume-Uni, et puis on voit qu'en France, il est à la peine, voire il est à la traîne, par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays. C'est pas dans la négociation. Si, d'un certain point de vue, parce que c'est... En tout cas, c'est pas au cœur de la négociation. C'est la sécurisation de l'emploi, c'est ce qu'on appelle le CIF, donc tout ce qui permet d'avoir un droit à la formation qui s'accumule et qu'on peut utiliser à certains moments de sa vie ou à certains moments de la vie de l'entreprise. Comment on fait pour convaincre que notre système de formation professionnelle, qui a vu le jour en 1971, d'ailleurs il était porté par un homme de gauche que vous connaissez bien, en l'occurrence Jacques Delors, comment on fait pour que ce système de formation, à la fois, soit plus proche des préoccupations des salariés, plus juste aussi, on lui reproche souvent d'être assez inégalitaire, plus moderne, et puis peut-être aussi plus réformable. Comment vous voyez ça, vous, en tant que ministre de l'Emploi et du Travail? Les choses. On peut même pointer un peu plus les défauts. Quels sont les salariés qui, en France, bénéficient le plus de la formation professionnelle? Ceux qui sont déjà les mieux qualifiés. Ceux qui en ont moins besoin. Ceux qui sont déjà les plus qualifiés. Est-ce que ce sont ceux qui cherchent un emploi ou qui risquent de le perdre? Non. Rarement. C'est c'est pas ceux-là qui en bénéficient le plus, c'est ceux qui sont dans l'emploi. Donc ceux qui sont dans l'emploi et ceux qui sont le plus formés bénéficient le plus de la formation. Il y a un petit quelque chose qui cloche. Deuxième chose, le système de la formation professionnelle en France, c'est un petit peu l'État, en tous les cas les collectivités locales avec les régions, et c'est beaucoup les partenaires sociaux, puisque le système est géré aujourd'hui par branche, comme vous le savez, le bâtiment, la métallurgie, par les partenaires sociaux, syndicats, comme patronat. Et donc, il y a un questionnement... Partenaires certains critiquent ce système. Oui, François Chirac a des mots très durs. Ils critiquent le système. Si je vous donnais les chiffres, les nombres de milliards... 30. 30, 32, 34, ça dépend comment on calcule dans ce domaine-là, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que les entreprises souhaitaient voir basculer sur une autre base de calcul, s'agissant de cotisation ou de charges. Donc la charge, si je puis dire, représentée par ce financement, est considérable. Rapprocher les 35 milliards de la politique familiale. Oui, considérable. Et là, je sens moins d'engouement pour modifier les choses, faire évoluer les choses. Eh bien, il va falloir que ça bouge. Et quand? Et bien là, ça fait partie aussi... Alors, on ne peut pas tout faire en même temps. Bien sûr. Donc, cette grande négociation sur la sécurisation, elle sera terminée, je l'espère, dans quelques semaines. Nous allons aider à cela, mais les partenaires sociaux doivent prendre leurs responsabilités et déboucheront aussi d'autres tiroirs. Je veux dire que ça permet de tirer un certain nombre d'autres tiroirs. Il y a des questions autour de l'indemnisation du chômage. Il y aura une négociation sur la nouvelle convention d'assurance chômage. Il y aura de nouvelles négociations sur la formation pour la rendre peut-être un peu moins coûteuse et beaucoup plus efficiente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a la question de la formation des chômeurs. Là, ce n'est pas directement la responsabilité des partenaires sociaux au travail, si je puis dire. C'est aussi notre responsabilité à nous. Il y a une meilleure décentralisation. On veut toujours simplifier dans la décentralisation. On a raison. Aujourd'hui, il y a les régions qui sont considérées comme pilotes en termes de formation professionnelle, sauf qu'il y a des tas de choses qu'elles ne font pas. Il y a des complexités, il y a des méli-mélos. Écoutez, aujourd'hui, un jeune qui a exactement le même besoin de formation, suivant qu'il est de moins de 25 ans, ça va être les régions, qu'il est au chômage, ça va être Pôle emploi, ou qu'il est au travail, la formation, ça va être les organisations privées. Et chacun organise une formation différente. On ne parle même pas de ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire qui ne vous concerne pas directement, c'est-à-dire l'orientation, comment est-ce qu'il y a... Ce qui était présenté là, c'était aussi une forme d'inadaptation du point de vue, en particulier de M. Lachmann, de la formation initiale aux besoins de l'économie elle-même. On peut s'y arrêter un instant, parce que là aussi, c'est un enjeu important. Vous êtes satisfait, vous, en tant que ministre du Travail, de l'Emploi, donc un peu comme l'utilisateur de cette ressource que vous fournit l'Éducation nationale, vous êtes satisfait globalement du niveau des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail? Comment vous verriez les choses? Comment vous les qualifieriez? C'est pas une question de niveau, même si je vous ai dit que jamais la France n'a connu autant de jeunes sortant du dispositif de formation
sans le minimum dans l'instabilité. Et ça tend un peu à s'aggraver. Et ça s'aggrave. Pas faire de catastrophisme, mais ça s'aggrave. Sans être méchant et politicien, depuis 10 ans, ça s'est considérablement aggravé, comme vous le savez. Donc il y a quelque chose qui cloche. C'est d'ailleurs, je vous dis, il y a 500 000 jeunes sans emploi, sans formation. C'est cela. Hein. Alors il y en a heureusement qui se débrouillent, qui trouvent des solutions. Pas des quartiers de non, mais en plus, on est à des chiffres beaucoup plus élevés que cela. Et on a des téléspectateurs qui se disent, mais pourquoi moi j'arrive pas à trouver un plombier, pourquoi j'arrive pas à trouver... Oui, donc, il y a toujours aussi bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a l'image des métiers. C'est aussi ça. L'orientation? Oui, l'orientation. Mais vous n'orientez pas un jeune contre sa volonté. Vous essayez de l'informer. Vous lui donnez des éléments. Vous le faites réfléchir. Ça ne sert à rien parfois de s'engager dans tel secteur, je ne veux pas les citer, alors que, oui, dans la plomberie ou dans la pâtisserie ou dans la boucherie, il y a des emplois qui sont des emplois qualifiés, qui peuvent ensuite permettre d'ailleurs de s'installer soi-même, puisqu'on parlait de ce rêve de chacun d'être son propre patron et d'être à son compte. Donc c'est vraiment des secteurs. Je discutais encore avec des représentants des artisans, ils n'arrêtent pas de dire on cherche, on ne trouve pas, on cherche, on ne trouve pas. On peut leur renvoyer aussi la balle. Mais quelle est l'image que vous donnez de ces métiers? 18 000 emplois dans la métallurgie, non pourvus l'an passé. Est-ce que l'image est suffisamment positive? Est-ce que l'image correspond d'ailleurs à la réalité d'aujourd'hui? Vous savez, on dit métallurgie. Le jeune, il pense comme dans les films, c'est un truc, on porte des trucs chauds. S'il y a un métier qui aujourd'hui est extrêmement robotisé ou porté quasiment plus de charges, c'est bien celui-là. Vous savez, on porte des charges beaucoup plus pénibles lorsqu'on s'occupe de l'aide aux personnes et qu'on s'occupe de personnes âgées qu'il faut porter. Et ça, c'est souvent des métiers féminins d'ailleurs dans ces cas-là. On s'aperçoit que les métiers les plus pénibles aujourd'hui sont au fond les métiers qui traditionnellement et de manière injuste, on offre plutôt aux femmes. Donc voilà, tout ça, c'est l'image des métiers. Ça se joue dès la formation, ça se joue dans les derniers mois, j'allais dire, de la formation. Moi, je pense qu'il serait très important que dans les écoles, comme dans les lycées, comme dans les universités, on consacre une partie, je sais pas, la deuxième moitié de la dernière année à préparer cela, à sensibiliser au métier, à la manière d'être aussi. Parce que vous ne vous comportez pas de la même manière dans un amphithéâtre, où vous recevez des cours, ou avec un prof ou des copains, que lorsque vous allez vous présenter, rechercher un emploi. Donc vous avez le sentiment aujourd'hui que ce lien que vous décrivez, au fond, qui est un lien plus fort, plus substantiel entre l'éducation nationale et les entreprises, vous avez le sentiment que l'éducation nationale est prête à cela ? Qu'on arrive à dépasser un peu ces guerres de chapelles, de religion. C'est pour ça qu'il faut prendre les deux chapelles. Si vous voulez. Le langage qu'on entend traditionnellement, c'est du côté de l'éducation nationale. Moi, je forme un homme ou une femme libre, je ne forme pas un travailleur à disposition de l'entreprise. Et je respecte tout à fait cela, parce que ce n'est pas simplement un travailleur qu'on forme. C'est effectivement un homme et une femme, dont le travail est une partie de la liberté. Et une partie très importante de la liberté, je dirais, du bien-être dans la vie. Mais c'est toujours un homme ou une femme qui cherche à s'insérer dans la société. Et de l'autre côté, du côté de l'entreprise, on dit, ouais, mais l'éducation nationale, ils forment des gens qui sont incapables, on entendait un petit peu cela, de trouver un emploi ou d'occuper un emploi dans mon entreprise. Donc il y a des stéréotypes d'un côté comme de l'autre. Et l'apprentissage peut réunir les deux ? Oui, l'apprentissage, l'alternance, toutes les formes d'alternance, l'apprentissage, à partir du moment où, bien entendu, il y a aussi toute la partie de l'éducation et de la formation qui est générale, qui permet à un homme et à une femme de comprendre le monde, de comprendre la vie, de comprendre la société, et pas simplement de savoir exactement faire une tâche. D'ailleurs, je pense que ce ne serait pas l'intérêt d'une économie et d'une entreprise que d'avoir quelqu'un qui serait simplement, en quelque sorte, la prolongation du robot. Laurent Bégogne, celui qui commande au robot. Et Michel Sapin, je voudrais que vous regardiez maintenant le troisième volet du sondage que nous avions commandé. On a demandé justement, vous parliez tout à l'heure d'indemnisation du chômage. Est-ce que les gens trouvent qu'elle est satisfaisante, cette indemnisation, aujourd'hui? Eh bien, à 69%, ils estiment que, au fond, le système français en fait suffisamment pour l'indemnisation des chômeurs. En revanche, pour le reclassement des chômeurs, vous le voyez, non, il n'en fait pas suffisamment à 78%. On est face à un vrai défi de la politique, j'imagine, que vous entendez conduire et pour laquelle vous impliquez les partenaires sociaux. Vous avez pas seulement, il y a aussi Pôle emploi, le fonctionnement de Pôle emploi, enfin je peux en dire un mot. Bien sûr, mais il y a une politique publique aussi derrière. Il y a une vraie politique publique derrière. Vous avez le sentiment aujourd'hui que face à l'explosion du nombre de chômeurs dans ce pays, dont on espère qu'elle ne va pas durer, il faut être amené à un moment ou à un autre à remettre un peu à plat le système d'aide? Est-ce que des mots comme, on parlait de totem tout à l'heure, moi je vais vous parler de tabou, est-ce que des mots comme la dégressivité
sont des mots qu'on ne veut pas utiliser, qui font peur? Il faut faire attention parce que on considère que l'indemnisation de la dégressivité des aides pour nos téléspectateurs. Il faudrait voir là aussi les catégories. Celui qui est au chômage au bout d'un an, je ne suis pas sûr qu'il trouve ça très satisfaisant au bout d'un an. Et je ne vous dis pas quand il a même perdu le droit à ce qu'on appelle l'ASS, qui est versé par l'État et qu'il n'a plus un seul recours, qui est le revenu de solidarité active, le RSA. Donc, faisons attention. Celui qui est dans le chômage, je trouve ça moins satisfaisant que celui qui est en dehors du chômage. Souvent, vous savez, c'est l'idée sur laquelle... Ou très protégé. Il y a une vision parfois véhiculée par certains consistant à dire le chômeur, il est là parce qu'il l'a bien voulu, c'est bon. Voilà. Oui, il y a aussi des économistes qui nous disent attention, il faut avoir une politique qui soit incitative. Et ils sont ni de droite ni de gauche. Je suis d'accord. Mais moi, je pense que la vraie réponse, elle est dans l'autre colonne. Elle est dans la colonne, quels sont les efforts de reclassement qui sont faits? Est-ce qu'on apporte à un chômeur ou aux entreprises qui recherchent des salariés toutes les aides les plus pertinentes, les plus efficaces? Et là, pour l'instant, les Français disent non. Et là, ils disent non, ils ont raison. Alors là, vraiment, je pense que c'est une constatation qui reflète exactement la réalité des choses. Celui qui est en activité comme celui qui est au chômage vous donnera à peu près la même réponse. Je n'ai pas regardé les sous-catégories dans votre sondage, mais j'en suis persuadé. Alors ça, c'est d'abord Pôle emploi. Donc, qui est le produit de la NPE, c'est une question de moyens, c'est une question d'organisation, c'est une question de décentralisation. C'est une question de moyens. Écoutez, pendant cette période où le nombre des chômeurs n'a pas cessé d'augmenter, on a augmenté de plus d'1 million en 5 ans, les effectifs de Pôle emploi ont diminué. Je veux bien que tout ne soit pas qu'une question d'effectifs. Malgré tout, quand il s'agit d'un chômeur, c'est une personne avec qui on doit avoir le temps de discuter, de faire un bilan, de faire des propositions de formation. Il doit y avoir une entreprise que l'on va voir. Bon, donc ça demande, c'est du temps de main-d'œuvre, hein, si je puis dire. C'est du temps de service, donc du temps de main-d'œuvre. Donc, nous, la première chose que nous avons faite, que j'ai faite en arrivant, dans cette période par ailleurs de disette et d'efforts budgétaires, c'est 2000 emplois de plus à Pôle emploi. Mais ça ne suffit pas. Et qui vont faire quoi? Voilà, pour ça vous, suffit pas. Ils servent à quoi ces emplois? C'est deuxièmement 2000 emplois à l'intérieur de Pôle emploi qui doivent passer de l'administration de Pôle emploi au contact avec le chômeur. Donc c'est 4000 personnes de plus qui seront en vis-à-vis, en face-à-face avec les personnes à la recherche d'emploi. Le reclassement, pour s'occuper de ce reclassement qui ne marche pas ou qui ne marche pas bien. Et puis, il y a eu une réforme interne à Pôle emploi, qui c'est pas spectaculaire ces choses-là, mais qui vient d'être portée par la direction actuelle de Pôle emploi, qui consiste à dire tous les chômeurs méritent beaucoup d'attention, mais ils ne sont pas tous dans la même situation. Je prends juste un exemple. Vous avez un jeune, il connaît tout d'Internet, il se balade sur Internet sans aucun problème, il peut faire les démarches depuis chez lui. Et puis vous en avez d'autres, s'ils ne viennent pas une fois par semaine ou tous les 15 jours à Pôle emploi, ils perdent pied, ils perdent complètement pied. C'est le seul moment où ils peuvent se raccrocher à de l'information, de leur arrêter parfois même un visage, quelqu'un qui les comprend. Donc, il y a des chômeurs avec lesquels on peut passer moins de temps et d'autres avec lesquels il faut passer beaucoup plus de temps. Ça paraît une banalité, ce que je viens de dire, mais jusqu'à présent, c'était un nombre de chômeurs égal par conseiller. Et puis après, débrouille-toi. Là, on fait quelque chose qui est différencié et qui sera plus efficace. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Le tout, dans une période de montée du chômage, je vous laisse penser la difficulté pour les agents, les conseillers au sein de Pôle emploi, mais je pense que ça peut améliorer considérablement les choses. Pardonnez-moi d'être têtu, monsieur le ministre, je reviens quand même à la genèse, ou entêté, à la genèse de ce qui est quand même un des problèmes du sous-emploi en France, qui est l'éducation. On a parlé tout à l'heure, et vous avez répondu avec beaucoup de conviction sur l'orientation, par exemple. Moi, j'aimerais revenir un moment sur la question de l'apprentissage. Puisqu'on dit souvent que l'apprentissage, dans un certain nombre d'autres pays, je ne citerai pas un pays de l'Est de la France, qui est à l'Est de la France, tout le monde a à la fois en tête comme modèle et anti-modèle. Mais l'Est de la France. Exactement. Mais plus globalement, d'un modèle qui, quand même, permet plutôt à des jeunes qui en ont envie, qui ont l'aspiration pour le faire, de prendre connaissance avec des métiers, particulièrement quand ils ont le sentiment que la voie générale va moins les concerner ou les intéresse moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une refondation de l'école en ce moment, mais je crois que le sujet est un peu évité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que l'apprentissage implique davantage les chefs d'entreprise, les entreprises, je crois qu'ils ont leur mot à dire et un engagement à prendre, et puis soit davantage dans les tablettes à la fois des jeunes, des parents, des familles, et puis des pouvoirs publics? Bon, c'est un des objectifs que le gouvernement s'est fixé, en application d'ailleurs des conclusions du rapport gallois. Ça fait un des éléments de la compétitivité d'une économie. C'est une jeunesse formée. C'est un sujet, vous convenez avec moi, qui est répétitif. On sent bien qu'on n'arrive pas à progresser. Je me souviens même d'un président de la République,
n'y a pas très longtemps, qui disait je veux, je ne sais plus combien, 600 000, 700 000 contrats d'apprentissage en France. Aujourd'hui, on est à 400 000, 420 000. Bon, beaucoup ça ne sert à rien de proclamer si on n'a pas derrière les moyens et si les entreprises elles-mêmes n'ont pas les moyens d'accueillir. Mais je pense que tout ça, c'est au départ. Au fond, je vais vous dire une banalité, mais elle est tellement vécue comme ça. L'orientation vers les métiers qu'on appellera les métiers techniques ou les métiers manuels, même s'ils ne sont parfois pas du tout manuels, qui sont perçus comme tels, c'est une orientation par l'échec, par l'élimination au cours de la formation. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est profondément mauvais. Donc, il faut qu'on ait des mécanismes d'orientation qui permettent, le plus rapidement possible, Vincent Payon d'ailleurs disait, il faut qu'il y ait une présence, un lien, une relation plus importante entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de l'un et de l'autre. Comme vous le savez, les enseignants, pendant assez longtemps, étaient hostiles. Mais je suis persuadé qu'il y en a encore, et je peux les comprendre, qui, je le répète, disent, moi je forme des citoyens, je ne forme pas des machines au boulot. Et ça fait partie de leur métier que de former aussi des citoyens libres, y compris au travail, capables de porter la défense de leurs propres intérêts. Moi, j'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup plus de gens syndiqués en France. Ça faciliterait considérablement le dialogue social. Bien sûr. Bon, c'est vrai. Parce que quand je dis dialogue, enfin, encore faut-il que les syndicats, il y ait du monde dans les syndicats pour animer tout cela. Et donc pour l'apprentissage. Voilà, donc il y a ça, et puis il y a l'orientation vers ces métiers qui sont des métiers concrets, mais en plus des métiers qui sont extrêmement pertinents, extrêmement valorisants. Alors, ne faisons pas à l'allemande, parce que l'Allemagne, c'est comme ça depuis avant l'éducation. C'est comme ça depuis Bismarck. C'est comme ça depuis 1880, depuis que l'Allemagne nous avait piqué l'Alsace. Donc on ne va pas remonter là. Mais c'est comme ça, hein, c'est créé comme ça au départ. Et tout le système éducatif allemand, c'est en quelque sorte construit autour de ce mécanisme de l'apprentissage. Ça n'est pas du tout notre propre tradition, et je ne propose surtout pas que nous ayons dans ce domaine-là, non pas parce que ce serait mauvais, mais parce que ça n'est pas possible, ça ne fait pas partie des canons, si je puis dire, français. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas partie des canons français qu'on va faire évoluer les choses sur ce point. Oui, il y a des métiers qui sont de beaux métiers, qui sont des métiers valorisants, qui sont des métiers rémunérateurs, qui sont des métiers où il y a des emplois pour longtemps. Il n'y a aucune raison de laisser ces métiers de côté. Dernière question. Dernière question. Alors, vous avez évoqué le rapport Gagois. Moi, je ne peux m'empêcher effectivement de revenir un instant sur les mesures au service de la compétitivité que vous avez prises. Nous avons annoncé. Que vous avez annoncé, et que j'espère que le Parlement prendra, comme beaucoup d'autres. Une question quand même sur ces 20 milliards, ce choc que vous allez créer. Moi, j'aime pas le terme de choc, mais donc 20 milliards. Voilà. Donc cette prise de conscience et peut-être ce choc, moi je le prends à mon compte. Où est-ce que vous souhaiteriez que cet argent aille une fois que, d'une certaine façon, il va être libéré pour les entreprises? C'est pas un souhait. On peut, alors je sais que vous ne rêvez pas, que vous n'êtes pas un bisounours, j'ai entendu tout ça, mais est-ce que vous souhaitez qu'il aille plutôt vers l'investissement? Est-ce que vous souhaitez qu'il aille, ce qui ne serait pas anormal, vers aussi une certaine rentabilité du capital pour convaincre un certain nombre d'investisseurs de rester en France? Est-ce que vous souhaitez qu'il aille vers les salaires avec un risque d'évaporation salariale et d'inflation? Comment vous sentez les choses? Je vous dis les choses très clairement. Le pacte de compétitivité, il a été conçu, y compris avec ce crédit d'impôt, c'est 20 milliards, donc c'est une aide de 20 milliards, qui par ailleurs va être payée d'une manière ou d'une autre par le contribuable. Qui est substantiel, 20 milliards, qui est très substantiel. C'est substantiel, c'est 2 fois plus élevé que ce qu'avait pu faire le président. C'est un point de PIB. Hein, c'est un point de richesse nationale. Le président de la République. Bon, c'est considérable, je pense que ça peut être très utile. C'est pourquoi le pacte, puisque c'est un pacte. Dans un pacte, vous n'êtes pas pacte avec vous-même. Vous êtes pacte avec les autres, avec les entreprises. C'est un pacte entre la nation et ses entreprises. Et dans ce pacte, la contrepartie de ces 20 milliards, c'est 3 choses, et j'allais dire 3 choses seulement, de l'investissement supplémentaire, puisque les entreprises industrielles en particulier, n'ont pas assez de marge, donc elles investissent moins. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé. Elles investissent moins que les années 80. De la recherche et de l'innovation, puisque les marges étaient trop faibles. On n'a pas fait la recherche et de l'innovation, alors qu'à un moment donné, on avait des marges plus élevées que les Allemands. On aurait pu le faire à ce moment-là. Pas oublier non plus les responsabilités du passé, y compris celles des entreprises. Ça n'a pas été fait. Ne nous lamentons pas sur le passé. Moi, je suis responsable de l'avenir. Enfin, nous sommes responsables de l'avenir. Du présent d'abord. Du présent et de l'avenir. Donc, de la recherche et de l'innovation décisif. Il y a comme ça qu'on est compétitif par rapport à des pays, je ne parle pas de l'Allemagne, mais par rapport à des pays asiatiques ou autres, où le prix de la main-d'œuvre est très faible. Et le troisième élément, c'est l'emploi. Puisque certaines entreprises nous disent, j'emploierai bien, mais je n'ai pas les marges, je n'ai pas la capacité. 3 choses
et 3 choses seulement. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ce n'est pas les 2 autres. Michel Sapin, j'ai une dernière question pour justement enchaîner sur ce que évoquait tout à l'heure Laurent Bigorgne, à savoir tous ces tabous qu'on ose à peine aborder, bon, si ce n'est dans des émissions de télévision. Les 35 heures, quand même, revenons-y un instant. Vous dites on n'y touchera pas, ni en réduisant, ni en augmentant. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce déclic-là qui, au fond, a montré à une partie des Français que finalement, le travail, c'était pas si bien que ça. Et que si, à chaque fois, on pouvait ramasser un petit peu plus de loisirs. Et donc, d'une certaine façon, tout ceci est rentré dans les mentalités des plus jeunes. Je ne crois pas. Je suis vraiment persuadé. Non, vraiment persuadé. J'entends bien ce sujet-là. Vous n'êtes pas des 35 heures. C'est pas idéologique, c'est une question... Comme vous êtes par ailleurs plein de culture et de bonnes connaissances historiques, regardez les 40 heures de 1936, vous entendrez exactement la même chose sur l'ode à la paresse. Bien, donc on est dans quelque chose qu'on retrouve à chaque fois qu'au cours de l'évolution de nos sociétés, ici comme dans d'autres pays, le temps de travail a diminué. Et comme le disait très bien, je ne sais plus qui au début de cette émission, dans un des reportages, c'est pas parce que le temps au travail diminue que la valeur de travail diminue. Donc je pense que la valeur travail à 35 heures peut être grandie, même si c'est seulement, entre guillemets, 35 heures, alors que ça a été 48 heures ou 55 heures à d'autres moments de notre histoire. Et je le répète, les 35 heures, c'est un repère qui permet aussi, c'est ça l'important, pour permettre des adaptations, des souplesses autour de ces 35 heures. On peut descendre en dessous, on peut passer au-dessus, dès lors que c'est négocié dans l'entreprise, dans des conditions qui soient conformes au cadre global, celui qui aujourd'hui fait l'objet de cette grande négociation sur la sécurisation de l'emploi. Laurent Bigorgne, je vous remercie. Et je vais vous demander de laisser la place à un jeune entrepreneur, puisque c'est l'habitude de l'émission, justement, cette fameuse génération des moins de 30 ans. En voici un, il a 26 ans, celui-là, il s'appelle Christian Vanizette. Racontez-nous comment vous avez eu l'idée de créer cette société dont on voit le nom actuellement. Donc, il y a 2 ans, avec un ami, Romain, nous sommes partis en voyage autour de l'Asie pour rencontrer 100 entrepreneurs qui avaient inventé des solutions innovantes aux problèmes d'éducation, de santé ou d'environnement. Quand on a rencontré ces entrepreneurs, en revenant, on a décidé de monter un site web qui s'appelle makesense.org, sur lequel vous pouvez vous connecter et trouver les besoins, les défis de ces entrepreneurs sociaux, qu'ils soient en France ou ailleurs dans le monde, et vous connecter et leur donner un coup de main. Qu'est-ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux pour que tout le monde comprenne bien Un entrepreneur social, ça va être quelqu'un qui va avoir un problème, que ce soit dans la société ou d'ordre environnemental, et qui va décider de créer une entreprise pour résoudre ce problème. Donc il va monter une organisation, parfois ça va être des associations, des fois des ONG, ou parfois des entreprises sociales, ou même des entreprises... Il y en a beaucoup en France ? En France, vous avez le mouvement des entrepreneurs sociaux, qu'on répertorie à peu près des centaines, et dans le monde, on estime qu'il y en a à peu près 3000. Alors maintenant, le ministre est à vous, vous avez le droit de cuisiner. Donc quand on m'a annoncé que j'allais pouvoir vous poser des questions, monsieur le ministre, j'ai posté un petit message sur Facebook en demandant à mes amis quelles étaient leurs interrogations qu'ils avaient autour du thème de l'emploi. Et la plupart des préoccupations qui sont venues dans les réponses traitaient de la création d'entreprises et de la création d'emplois. Donc ma première question, c'est vous avez créé les emplois d'avenir, et une petite partie de ces emplois d'avenir est accessible aux entreprises innovantes à utilité sociale. Les entrepreneurs sociaux que je côtoie tous les jours dans mon travail correspondent parfaitement à ces critères. Pourquoi ne pas ouvrir le dispositif à l'ensemble de l'économie sociale et solidaire ? Alors, ce dispositif est ouvert à l'économie sociale et solidaire. C'est même un des 3 piliers. Il y a les collectivités locales, parce qu'elles ont l'habitude de le faire. Il y a le monde associatif. Et à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire, il y a ce que je dirais la production. Puisque dans l'économie sociale et solidaire, les coopératives, les mutuelles, on est aussi dans la production. Donc là, c'est ouvert. Donc tous ceux qui travailleraient aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire peuvent bénéficier de ces emplois d'avenir. Mais je voudrais ajouter que je n'ai pas fermé complètement la possibilité d'utiliser des emplois d'avenir dans le secteur privé, si je puis dire, lucratif. Parce qu'il y a parfois des entreprises, je suis sûr que vous en avez en tête, dont le statut n'est pas tout à fait celui de l'économie sociale et solidaire, c'est juste à côté, et qui pourtant ont des activités exactement de même nature. Donc pour éviter cette cassure, j'ai ouvert la possibilité, donc ce sera possible d'utiliser dans ce secteur-là des emplois d'avenir, mais c'est exigeant, hein, ces jeunes, vous l'avez vu, ils sont quand même éloignés de l'emploi. Ils ont sûrement plein de talents,
mais il faut les aider à révéler leurs talents. D'accord. Lorsqu'on parle des jeunes et de l'emploi, on parle souvent de leur difficulté à accéder à l'emploi, mais jamais de leur capacité à en créer. Donc ma question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour aider les jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer dans la création d'emplois et d'entreprises? Alors je vais vous donner deux exemples. Un qui répond pas exactement à votre question, mais un peu. D'abord, la première manière d'être chef d'entreprise, ou d'une toute petite entreprise, une petite entreprise, c'est de prendre la suite de quelqu'un qui dirigeait cette entreprise. Et il y a une grande difficulté dans certaines petites entreprises. Alors on parlait d'artisanat, de commerce. Des gens qui partent. Oui, il y a quelqu'un qui a 60 ans et puis il peut avoir 2-3 salariés, mais parmi ceux-là, aucun n'a envie de prendre la responsabilité de chef d'entreprise. Et bien le contrat de génération, il est ouvert dans ces cas-là. C'est-à-dire que le jeune va pouvoir rentrer comme salarié, puis ensuite avoir comme objectif de succéder au patron. Ce n'est pas forcément la mauvaise solution, hein. Pendant 3-4 ans, vous êtes à côté du patron, et puis après, vous prenez la place. Donc vous voyez, ça c'est un type de réponse. Puis l'autre réponse, c'est peut-être plus celle qui correspond à votre interrogation, c'est comment on crée son entreprise. Alors en particulier dans le domaine qui est le vôtre, mais comment là, c'est quoi? On dit toujours la même chose, hein. Faciliter, simplifier, faciliter, simplifier. Vous avez eu beaucoup de mal à créer votre entreprise, du point de vue administratif? Pas trop. Pas trop. Bon, voilà. Je suis sûr qu'il y a encore des points sur lesquels des efforts ont été faits. Mais vous savez, c'est des histoires de guichets uniques, qu'on aille à un seul endroit pour déposer son dossier, son inscription au registre du commerce. Est-ce que vous avez des salariés dans votre entreprise? Deux. Donc là aussi, il faut voir avec l'URSSAF comment ça se passe. Bon, voilà. Donc il faut simplifier considérablement cela, ce qui ne veut pas dire ôter des droits, etc. Non, c'est simplifier pour faciliter les créations d'entreprises. Il y a des métiers... Troisième question. Troisième question. Je peux 4, non? Oh, oui, ma question, c'est... il y a des métiers qui existent aujourd'hui, qui n'existaient même pas il y a 3 ans. Comment est-ce qu'on fait pour adapter les formations de Pôle emploi et d'accompagnement à l'emploi à ces changements sur le marché de l'emploi, et quasiment en temps réel? Ouais, c'est vrai que c'est une difficulté. D'ailleurs, on parlait de métiers qui existent depuis très longtemps. Plombier, ça existe depuis très longtemps, et aujourd'hui, il y a des besoins en termes d'emploi. Donc déjà, dans les métiers qui sont des métiers connus de tout le monde, on a des problèmes d'adaptation entre les formations et les emplois qui se créent. C'est dire, dans des métiers qui viennent de se créer. Je ne sais pas si c'est une question de formation au sens technique du terme. Parce que souvent, c'est vous-même qui allez adapter les salariés exactement à ce qui se passe, à l'évolution rapide. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. C'est que ces jeunes-là aient une sorte d'ouverture d'esprit, de compréhension, de facilité à l'évolution, à l'adaptation. Voilà, c'est plus ça, je pense, dont on a besoin dans des entreprises très jeunes comme les vôtres, très jeunes par l'âge seulement des chefs d'entreprise, mais très jeunes dans leur création, et qui ont besoin de mouvement. Parce que vous disiez, il y a de nouveaux métiers par rapport à il y a 2 ans, mais je suis persuadé que dans 3 ans, vous ne ferez pas votre métier exactement de la même manière. Parce que si vous n'avez pas innové dans un secteur comme celui-ci d'ici 3 ans, vous aurez disparu. Donc il y a aussi beaucoup de nécessité d'innovation. L'ouverture d'esprit, c'est important. Une question bonus. D'accord, question bonus. Que répondez-vous à ceux qui incitent les jeunes de France à partir à l'étranger pour acquérir de l'expérience? Je pense notamment à une tribune. Il n'y a pas de problème. Hein. Je pense notamment à la tribune qui est parue dans Libération. Qui s'intitulait barrez-vous même carrément. Jeunes de France, barrez-vous, votre salut est à l'heure, qui a fait un peu polémique. Non, mais que vous le répondez-vous? Il y a 2 choses. Se former en allant à l'extérieur, s'ouvrir l'esprit et voir des expériences, ça c'est extraordinaire, il faut le faire. Regardez, on a un des programmes qui marche le mieux au niveau européen, le plus concret pour les jeunes, s'appelle Erasmus. Peut-être que vous avez autour de vous des jeunes qui ont bénéficié d'Erasmus. Erasmus, ça consiste à aller dans une université d'un autre pays, en Espagne, en Allemagne, en Suède, pour... Voilà, avoir des expériences. Et ça va continuer parce que ça avait été remis en cause à un moment donné. Oui, non, parce que après, l'histoire dessous, il faut, moi je suis même pour un Erasmus de l'apprenti. Vous voyez, pour qu'on puisse éventuellement être apprenti dans une entreprise, dans un autre pays, tout en suivant bien sûr les formations nécessaires dans le pays d'origine. Je suis pour qu'il y ait du mouvement. Donc ça, c'est se former, c'est s'ouvrir l'esprit. Alors, le barrez-vous, non. Si le seul message qu'on voudrait donner, c'est plus agréable de vivre et de travailler et de gagner sa vie ailleurs plutôt qu'en France, je ne le pense pas. D'ailleurs, c'est en France que vous avez créé vos entreprises, bien que vous ayez fait le tour de l'Asie auparavant. Merci. Et d'une manière générale, est-ce que vous trouvez qu'en France, il y a suffisamment de gens comme lui qui s'engagent justement? Beaucoup de gens nous disent, et des jeunes surtout,
Ça me fait peur. Il y a d'abord trop de complexité administrative, même s'il nous a dit que ça n'était pas très difficile de la créer, son entreprise. Et puis aussi la peur de s'engager, parce que l'avenir est incertain. Bien sûr, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a des plus âgés qui ne veulent pas sauter le pas. Je parlais de cette question de la succession d'un chef d'entreprise dans une entreprise artisanale. Vous avez des salariés chevronnés qui disent non, écoute, voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, j'ai pas envie de prendre des risques. On peut le comprendre. Bon, alors après, est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes? Écoutez, moi je pense qu'il y en a assez qui ont cet esprit d'entreprise. Il y en a beaucoup en tous les cas qui ont cet esprit d'entreprise. Et vous êtes frappé? Il y en a beaucoup. Donc ce qu'il faut, c'est les aider. C'est plutôt qu'il n'y ait pas un obstacle supplémentaire, quoi. Qui puissent se lancer dans ce qu'ils ont envie de faire. Et l'attractivité de villes comme Londres ou comme d'endroits, etc., ça vous interroge en vous disant peut-être qu'on est un vieux pays, qu'un jeune peut être attiré par quelque chose qui bouge davantage? Mais je pense aussi que d'autres peuvent être attirés par ce qui se passe en France, l'attractivité de Paris ou l'attractivité de Nantes ou l'attractivité de Lyon. Et c'est d'ailleurs le cas. Je connais aussi des jeunes de nationalité étrangère, européens ou autres, qui viennent aussi en France, y compris pour s'y établir et ensuite y travailler. Donc ces mouvements, ça c'est une très très bonne chose. Londres, très attractif. Vous avez des amis qui habitent à Londres? Vous leur avez demandé le prix du loyer à Londres? Vous verrez si vous verrez si c'est si attractif que ça. Dernière question, alors elle est plus personnelle, puisqu'on parle de jeunes. Bien avant 26 ans, vous avez connu l'actuel président de la République, vous étiez ensemble, amis d'adolescence, vous avez été tous les deux dans la fameuse promotion Voltaire de l'ENA. Est-ce que le fait d'être l'ami du président vous aide à faire avancer vos dossiers par rapport à quelques-uns de vos collègues? De ce point de vue-là, je suis totalement schizophrène. Donc il y a d'un côté le président de la République qui parle et travaille avec le ministre, et de l'autre, François Hollande. Et de l'autre côté, il y a François Hollande et Michel Sapin. Et vous le tutoyez quand vous vous retrouvez? Pas quand il est président de la République et que je suis ministre. Mais vous pensez que ça peut vous aider à faire avancer vos dossiers ou pas? Je pense que ni lui ni moi ne le voyons ainsi. Ce qui fait avancer les dossiers entre un président de la République, un Premier ministre et un ministre, c'est le contenu du dossier, c'est l'argumentation à l'appui du dossier. Ça n'est jamais une proximité. Et ce poste-là, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est lui qui l'a choisi pour vous? Sans vous en parler auparavant. C'est lui qui l'a choisi pour moi et c'est pour ça que je lui attache beaucoup de valeur. Bon, alors je vais vous demander maintenant d'écrire un tweet, si possible pas au président de la République, puisqu'on a compris que vous ne sauriez pas s'il faut le vous voyer ou le tutoyer, en tout cas vous voyez en public. Et donc voilà, sur la base de cette tablette qu'on vous propose, nous voudrions conclure avec un message. D'abord, dites-nous à qui vous l'adressez. À tous ceux qui ont à prendre des responsabilités pour que le monde au travail fonctionne mieux. On a parlé des partenaires sociaux, on a parlé de nous-mêmes, on a parlé des jeunes, enfin tous ceux qui seront acteurs de ces évolutions nécessaires. Et puis j'ai envie d'utiliser le terme de confiance. C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé, en particulier au début de cette émission. Retrouver confiance, que la France retrouve confiance, que le jeune ait confiance en lui. J'aime bien ce mot de confiance. Donc choc peut-être, mais choc de confiance. Donc pour que la France retrouve confiance. Bien, je vous remercie beaucoup, Michel Sapin. Merci. Merci d'avoir été notre invité. Merci, Christian Vanizette. Et puis, je rappelle que tous ceux qui voudraient être à la place, justement, de Christian Vanizette pour poser des questions à nos prochains interlocuteurs, sont les bienvenus. Il suffit de téléphoner, de se connecter au numéro que vous allez voir apparaître. Donc, sur le 01 42 41, remettez-le-moi, cher Frédéric Mian. Comme ça, les gens auront le temps de bien voir et pourront appeler le bon numéro. Le voici, voilà. 01 42 41 31 12. Merci à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois.